Mais qu'est-ce qui c'est qui ça? Dans le hall des arrivées de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, un vieil homme appuyé sur sa canne cria, serrant son téléphone portable dans sa main tremblante. Un silence soudain s'abattit sur la foule et tous les regards se tournèrent vers lui. Patrimoine moyen, 50 millions d'euros. Un groupe de doyens de l'élite de Dallas, au Texas, avait bravé la vive opposition de leur famille pour entreprendre ce voyage en France. Eux qui avaient entendu parler d'un pays européen hostile et compliqué, pourquoi se sont-ils retrouvés stupéfaits et bouleversés, à peine 5 minutes après avoir posé le pied sur le sol français? Et pourquoi ont-ils dû passer un appel d'urgence à leur famille en Amérique sitôt après leur arrivée? Ceci est le récit poignant et inspirant de 18 personnes âgées, ayant vécu toute leur vie dans un monde protégé, dont la perception de la vie a été radicalement transformée par la magie du quotidien français. La vérité sur l'agitation à l'aéroport qui a captivé le monde est sur le point d'être révélée. Le monde a été stupéfait par la raison pour laquelle de riches doyens américains ont été bouleversés et ont semé la confusion à l'aéroport Charles de Gaulle en seulement 5 minutes. En ce moment même, la haute société de Dallas est en émoi. Grand-père, cet endroit est connu pour être difficile, avait supplié son petit-fils, en vain. 18 personnes âgées, parmi les plus riches du Texas, avaient décidé sur un coup de tête de se rendre en France. Patrimoine moyen supérieur à 50 millions d'euros, âge moyen de 75 ans. La plupart n'avaient jamais quitté l'État du Texas de leur vie. Leur famille s'y était fermement opposée. Pourquoi vouloir aller dans ce pays si lointain, connu pour ses grèves et son administration compliquée? Mais leur détermination était inébranlable. Et c'est ainsi que dans le hall des arrivées de Charles de Gaulle, les 18 aînés s'arrêtèrent net, tous en même temps. Ils étaient sans voix devant le spectacle qui s'offrait à eux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Un instant plus tard, ils sortirent leur téléphone portable et commencèrent à passer des appels d'urgence à leurs familles restées au Texas. Écoute, je suis en train de voir quelque chose d'incroyable. Fils, je t'envoie des photos. Tu ne me croirais pas sinon. Que s'était-il donc passé? Voici le récit d'une semaine extraordinaire, documentée par Olivia, une spécialiste américaine du voyage de luxe. Écoutons son témoignage. Bonjour, je m'appelle Olivia Peterson et je travaille depuis 20 ans comme spécialiste des voyages de luxe à Dallas. J'ai récemment vécu l'expérience la plus inoubliable de ma carrière. C'était un voyage spécial en France, accompagnant un groupe de 18 personnes âgées, issues de la très haute société texane. Leur âge moyen était de 75 ans et la plupart n'avaient jamais quitté leur environnement familier. Avant le départ, j'étais rongé par l'inquiétude. Le long vol ne serait-il pas trop éprouvant pour eux? Pourraient-ils s'adapter à une culture européenne si différente? Je m'en souviens comme si c'était hier. Cependant, mes craintes étaient totalement infondées. Nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle à 1 heure du matin. Alors que nous marchions dans le couloir menant au contrôle des passeports, après avoir débarqué, un homme de 78 ans s'est soudainement arrêté. En regardant autour de lui, ses yeux se sont écarquillés. L'aéroport tout entier scintillait de lumière. Malgré l'heure tardive, toutes les installations fonctionnaient à la perfection. À l'aéroport de Dallas, après 23 heures, la plupart des boutiques sont fermées et le personnel est quasi inexistant. Le nettoyage ne commence que le lendemain matin. Mais Charles de Gaulle était différent. À chaque point d'information, des agents souriants attendaient, et le personnel de nettoyage lustrait immédiatement le sol après le passage des voyageurs. Le sol brillait comme un miroir. Le moment le plus surprenant fut lorsque nous sommes passés devant les toilettes. Une agente d'entretien, à l'entrée, a fait un signe de tête poli et a souri à chaque passager qui passait. J'ai cru rêver. Une telle scène aurait été inimaginable au Texas. Un membre du groupe s'est approché de moi et m'a murmuré « Je ne comprends pas pourquoi un agent de nettoyage d'aéroport est si courtois. » Je n'ai pas su quoi répondre. Pendant que nous attendions au contrôle des passeports, une autre surprise de taille nous attendait. Bien que nous soyons un groupe d'étrangers inattendus, le personnel de l'aéroport n'a montré aucun signe de contrariété. Au contraire, une agente parlant parfaitement anglais a été immédiatement dépêchée pour nous assister. Tenant compte de l'âge des membres du groupe, elle nous a expliqué lentement et clairement toute la procédure. De l'organisation des navettes à notre programme du lendemain, elle a veillé à chaque détail, nous demandant à plusieurs reprises si nous avions besoin de quoi que ce soit.
En 20 ans de carrière, je n'avais jamais connu un tel niveau de service. Devant les portiques automatiques paraphes, un murmure d'admiration s'est à nouveau élevé. Dès qu'une personne âgée semblait hésiter devant la machine, un agent s'approchait aussitôt pour l'aider avec gentillesse. L'écran affichait des instructions dans plusieurs langues, dont un anglais parfait. Un ancien ingénieur du groupe, après avoir utilisé le système, m'a dit « Le système est si intuitif, conçu pour être facilement utilisé par les étrangers. » Il était stupéfait de voir que ce qui n'est qu'au stade expérimental à Dallas était ici une pratique courante et parfaitement maîtrisée. Il en fut de même lorsque nous nous sommes dirigés vers la récupération des bagages. Un écran géant affichait en temps réel la position de nos valises sur le tapis. Au Texas, il faut souvent 1 heure rien que pour retrouver ses bagages, mais ici, tout était précis et rapide. Le tapis roulant tournait silencieusement et sans à-coups, et chaque bagage semblait être suivi individuellement, rendant le risque de perte quasi nul. Un ancien industriel du groupe était fasciné par l'efficacité de ce système. Pendant que nous attendions le RER B pour nous rendre à Paris, l'expression des membres du groupe a commencé à changer visiblement. La tension qu'ils ressentaient face à un pays inconnu s'était dissipée, remplacée par un regard rempli de curiosité. Le train est arrivé, et ce fut une autre surprise. L'intérieur était impeccable, les sièges confortables. Le système d'annonces sonores et visuelles était clair, en français et en anglais. Le RER a démarré, et le paysage a défilé par la fenêtre. Malgré l'heure tardive, les routes étaient bien éclairées, et les voitures circulaient de manière ordonnée. Les rues de Dallas la nuit peuvent être sombres et donner un sentiment d'insécurité, mais ici, c'était tout le contraire. En entrant dans Paris, ce qui a le plus étonné le groupe, ce fut les brasseries et les cafés. En pleine nuit, leur lumière brillait et les gens y entraient et sortaient naturellement. À Dallas, après 22 heures, presque tout est fermé. Mais le spectacle le plus choquant fut de voir de jeunes femmes rentrer seules chez elles. Il était plus d'1 heure du matin, et des femmes marchaient seules dans la rue, sans paraître le moins du monde inquiète. C'était une scène impensable au Texas. Une dame du groupe, regardant par la fenêtre, a dit « Un pays où les femmes peuvent marcher seules la nuit. » C'est ça, un véritable pays civilisé. Les autres ont hoché la tête en signe d'approbation profonde. En approchant du centre-ville, les silhouettes des grands immeubles haussmanniens sont apparues. La vue nocturne depuis un pont enjambant la Seine était d'une beauté à couper le souffle, plus grandiose et à la fois plus historique que n'importe quelle ville américaine. Nous sommes arrivés à l'hôtel à 2h30 du matin. À notre grande surprise, le quartier de l'hôtel était encore plein de vie. Des restaurants ouverts 24 heures, 24 étaient visibles, et il y avait des clients dans les petites épiceries de nuit. Pendant le check-in, nous avons vécu notre dernière surprise de la nuit. Le personnel de la réception, tenant compte de l'âge des voyageurs, nous a attribué des chambres dans une aile calme de l'hôtel. Ils nous ont également donné des informations détaillées sur l'heure du petit déjeuner et les commodités du quartier. Dans l'ascenseur menant aux chambres, un des messieurs m'a dit « La France, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. » Les autres ont acquiescé. Ils ont dit que le simple trajet de l'aéroport à l'hôtel leur avait déjà fait découvrir un monde totalement différent de celui du Texas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais trop impatiente de découvrir ce que les prochains jours nous réserveraient avec ce groupe. Je n'aurais jamais pu imaginer les merveilles que la France allait nous offrir. Le lendemain matin, ou plutôt quelques heures plus tard, vers 6 heures, j'ai entendu des chuchotements dans le couloir. 7 membres du groupe, réveillés par le décalage horaire, n'avaient pas pu dormir. Ils disaient avoir faim. J'étais perplexe. Je pensais qu'il serait difficile de trouver un restaurant ouvert à une heure si matinale. À Dallas, trouver un commerce ouvert avant 8 heures est un véritable défi. J'ai contacté la réception de l'hôtel et le réceptionniste m'a répondu avec un sourire. Mais bien sûr, il y a une excellente boulangerie qui ouvre à 6h juste au coin de la rue. J'ai été surprise d'apprendre qu'il était possible de prendre un petit déjeuner si tôt. Je suis parti, avec les 7 aînés, vers cette boulangerie. Les rues matinales étaient déjà animées, des employés se rendant au travail, des joggeurs, des gens sortant des supérettes. Le matin à Dallas est silencieux, mais Paris semblait déjà avoir commencé sa journée. En ouvrant la porte de la boutique, une bouffée d'air chaud et une odeur délicieuse nous ont accueillis. Quelques clients étaient déjà en train de prendre leur petit déjeuner. Un homme d'âge mûr lisait son journal en mangeant un croissant,
Une jeune femme travaillait sur son ordinateur portable. Un ancien banquier du groupe a écarquillé les yeux en regardant les prix. Ils étaient incroyablement bas. Un croissant à 1,20 €, un pain au chocolat à 1,30 €. Converti en dollars, c'était un prix dérisoire. La boulangère n'a montré aucune surprise en nous voyant, nous les étrangers. Elle nous a expliqué les différentes viennoiseries en anglais et a recommandé celles qui seraient les plus faciles à manger pour des personnes âgées. La vitesse du service était également phénoménale. Moins de 5 minutes après notre commande, tout était servi. Croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes. Les aînés regardaient ces pâtisseries françaises qu'ils voyaient pour la première fois, avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Le plus mémorable fut le croissant. Un monsieur en a pris une bouchée, avec hésitation, et son visage s'est illuminé. L'aspect était simple, mais le goût était d'une richesse incroyable. Le feuilletage était parfait, le beurre délicat. Il a dévoré son croissant en un instant. À Dallas, on ne pourrait jamais manger quelque chose d'aussi délicieux à ce prix-là, a-t-il déclaré. Les autres opinaient du chef, concentrés sur leur dégustation. Au moment de payer, nouvelle surprise. Pour 7 personnes ayant mangé à leur faim, la note totale n'atteignait même pas 20 €. La boulangère nous a rendu la monnaie au centime près et nous a dit « Au revoir et bonne journée ». Elle nous a demandé si nous avions apprécié et nous a recommandé d'autres spécialités. Une telle gentillesse est rare dans les commerces de Dallas, où les vendeurs sont souvent indifférents et le service lent. En sortant, le groupe n'arrêtait pas de s'extasier. La nourriture est délicieuse, les prix sont bas et le service est excellent. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous nous sommes arrêtés dans une supérette. L'un d'eux voulait acheter des biscuits. En entrant, une autre surprise nous attendait. Malgré sa petite taille, le magasin était aussi propre qu'un grand magasin, et les rayons étaient pleins à craquer. Mais le plus étonnant était la multitude de services disponibles. On pouvait non seulement y faire ses courses, mais aussi envoyer des colis, payer des factures et même effectuer des opérations bancaires simples via un distributeur. Les supérettes du Texas ne vendent que des produits de base, mais celle-ci ressemblait à un mini-centre de service. Les aînés ont chacun choisi les biscuits qui leur plaisaient, regardant avec curiosité les gâteaux et les boissons françaises. Le jus d'orange frais pressé sur place a eu un grand succès. À la caisse, nouveau murmure d'admiration. La rapidité du caissier était impressionnante, et il était très aimable. Il ne nous a montré aucune impatience, nous les étrangers. Au contraire, il nous a salués en anglais et nous a souhaité la bienvenue en France. En sortant de la supérette, un des messieurs a dit « La France est un pays pratique, 24 heures, 24. » Il était impressionné par le fait que l'on puisse régler n'importe quel besoin à tout moment. Sur le chemin du retour, la propreté de la ville était également frappante. Il n'y avait pas un seul déchet par terre. On pouvait voir des agents de la propreté au travail dès l'aube. La ville entière semblait fonctionner comme un organisme vivant. À Dallas, seuls les quartiers touristiques sont propres, mais les zones résidentielles sont souvent sales. Paris était différente. Lorsque nous sommes arrivés dans le hall de l'hôtel, les autres membres du groupe s'étaient réveillés. En nous voyant, ils nous ont demandé où nous étions allés. Quand nous leur avons raconté notre petit déjeuner matinal, ils étaient tous envieux. Ils nous ont demandé de les emmener la prochaine fois. Ce matin-là, l'expérience de la boulangerie a fortement marqué la première impression de la France pour tout le groupe. Vers 9 heures, nous avons commencé notre exploration de Paris. Notre première destination était les quais de Seine, un lieu que le personnel de l'hôtel nous avait recommandé. Il avait dit que c'était le meilleur endroit pour observer la vie quotidienne des Parisiens. Prendre le métro fut une nouvelle expérience pour les aînés, qui n'avaient utilisé que leur voiture personnelle toute leur vie. En entrant dans la station de métro, le groupe fut stupéfait. L'intérieur de la station était d'une propreté impeccable. Le sol était poli, et il n'y avait pas la moindre égratignure sur les murs. C'était un contraste total avec l'aspect sombre et vieillot de nombreux transports en commun américains. Nous avons pris l'escalator pour descendre sur le quai. Les installations pour les personnes à mobilité réduite étaient parfaites. Le système de ventilation était efficace. On ne sentait pas du tout qu'on était sous terre. En arrivant sur le quai, il n'y avait pas beaucoup de monde car l'heure de pointe était passée. Mais le comportement des gens présents était remarquable. Tout le monde attendait en file indienne de manière ordonnée, respectant les marquages au sol. En voyant le panneau d'affichage électronique, les aînés furent impressionnés.
Il indiquait précisément dans combien de minutes le prochain train arriverait, à la seconde près. Un ancien ingénieur ferroviaire du groupe a vérifié avec sa montre. Le train est arrivé exactement à l'heure annoncée. À l'arrivée du métro, le comportement des gens fut encore plus frappant. Lorsque les portes se sont ouvertes, tout le monde s'est écarté des deux côtés pour laisser sortir les passagers. Une fois que tout le monde fut descendu, ils sont montés dans le calme et l'ordre, sans pousser ni se bousculer. Une scène rarement vue dans les transports en commun américains. L'intérieur de la rame était également une surprise. C'était extrêmement propre. Il n'y avait aucun graffiti sur les sièges et le sol était impeccable. La climatisation fonctionnait parfaitement, il faisait frais, et le bruit était si faible qu'il était facile de converser. Un des messieurs, regardant par la fenêtre, s'est exclamé « On peut avoir Internet même dans le métro ?» C'était impensable pour eux. Les aînés ont sorti leur smartphone et ont commencé à envoyer des photos en temps réel à leurs familles au Texas. À chaque station, une annonce était faite en français, anglais et d'autres langues. Un système pensé pour les étrangers. Après quelques stations, une femme enceinte est montée. Ce fut le moment le plus choquant. Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est levé presque instantanément pour lui céder sa place. On a même vu deux jeunes s'encourager mutuellement à s'asseoir. La femme enceinte a remercié et s'est assise. L'autre jeune est resté debout. En voyant cette scène, les yeux de l'homme de 78 ans se sont embués de larmes. Au Texas, cela n'arriverait jamais, a-t-il dit. Au contraire, il y aurait souvent des disputes pour un siège. Il a dit qu'il pouvait sentir la profondeur de la bienveillance des jeunes Français. L'ambiance dans la rame était également particulière. Les gens qui discutaient le faisaient à voix basse, et la plupart lisaient un livre ou regardaient leur smartphone en silence. Aucun appel bruyant, ni personne mangeant bruyamment. À Dallas, il est courant de voir des gens parler fort au téléphone ou manger dans les transports. Paris était différente. Les bonnes manières en public semblaient être une seconde nature. En arrivant à notre station de destination, tout le groupe était émerveillé. Ils ont dit que le métro n'était pas seulement un moyen de transport, mais un espace qui révélait le civisme des citoyens. Une seule expérience dans le métro leur avait permis de comprendre le niveau de la société française. En sortant à l'air libre, la vue sur la Seine qui s'étendait devant nous a arraché un cri d'admiration à tout le groupe. Le large fleuve, les parcs sur les berges et les bâtiments historiques au loin formaient un tableau grandiose. En nous promenant sur les quais, un spectacle encore plus étonnant nous attendait. De nombreux Parisiens faisaient du sport, des joggeurs, des cyclistes. C'était surprenant de voir autant de gens faire de l'exercice en pleine semaine. Ce qui était encore plus impressionnant, c'étaient les équipements de fitness publics. Installés le long de la Seine, des citoyens s'entraînaient. Un panneau indiquait que leur utilisation était entièrement gratuite, ce qui a stupéfié les aînés. Au Texas, pour faire du sport, il faut payer un abonnement dans une salle de gym, mais ici, c'était gratuit. Leur conception des services publics était complètement différente. Un des messieurs a essayé un appareil. Il discutait avec un homme de 72 ans qui lui a dit qu'il venait s'entraîner ici tous les matins pour sa santé. Un de nos compagnons de voyage a eu le courage d'engager la conversation par geste. L'anglais n'était pas parfait, mais la communication s'est faite grâce à un sourire chaleureux et une attitude bienveillante. Nous avons pu ressentir la gentillesse des Français envers les étrangers. En marchant le long de la piste cyclable, nous avons découvert une autre facette de la culture, le système de vélo en libre service, Vélib. On pouvait facilement en louer un avec son smartphone. Il existe des systèmes similaires au Texas, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Le réseau Vélib de Paris, avec ses stations partout, semblait incroyablement pratique. La ville entière était conçue pour le confort de ses citoyens. Nous nous sommes assis sur un banc pour nous reposer un peu. En regardant autour de nous, nous avons vu de nombreuses familles. Un père faisant du vélo avec son enfant, une mère poussant une poussette, une scène de vie paisible. Ce qui était particulièrement marquant, c'était les gens promenant leurs chiens. Tous tenaient leurs chiens en laisse et avaient un sac pour ramasser les déjections. Nous avons vu un homme ramasser les besoins de son chien, les mettre naturellement dans un sac et les emporter. Un ancien fonctionnaire du groupe était impressionné. Le sens civique est vraiment élevé, a-t-il dit. Les poubelles installées un peu partout sur les quais étaient également spéciales. Le tri sélectif était organisé de manière systématique. Le plastique, le verre et les ordures ménagères étaient clairement séparés,
et les citoyens respectaient scrupuleusement les consignes. Au Texas, le concept de tri est encore balbutiant, mais en France, c'était déjà une habitude de vie. On pouvait voir le haut niveau de conscience écologique. Il était midi. Près des quais, il y avait des kiosques et des petits cafés. Les aînés ont acheté des sandwichs dans une boulangerie et se sont assis au bord de la Seine pour manger. Personne n'a jeté ses déchets par terre. Tout le monde a rassemblé ses détritus et les a jetés dans les poubelles appropriées. Une dame a dit « Un si grand espace public et pas un seul déchet ». Elle a ajouté que les parcs au Texas étaient souvent jonchés de détritus le week-end. Mais ici, c'était différent. Les citoyens eux-mêmes maintenaient la propreté. Il y avait peu de personnel d'entretien visible, mais le lieu était parfaitement propre. Nous avons même vu une dame de 70 ans faire son jogging seule. C'était impensable au Texas. Le simple fait qu'une personne âgée puisse faire du sport seule dans un parc était une preuve de la sécurité ambiante. Dans l'après-midi, nous avons quitté les quais. Les aînés ont dit qu'ils n'oublieraient jamais les scènes qu'ils avaient vues. Une culture où règne la sécurité, la propreté et le respect mutuel, voilà ce qui les avait le plus marqués. Ce soir-là, un événement inattendu s'est produit. Un des membres du groupe, un homme de 74 ans, s'est soudainement plaint d'une douleur à la poitrine. Comme il souffrait d'hypertension, j'ai paniqué. J'ai immédiatement demandé de l'aide à la réception de l'hôtel, et le personnel nous a dirigés vers l'hôpital public le plus proche et le plus réputé. Pendant le trajet en taxi vers l'hôpital, j'étais rongé par l'inquiétude. Un étranger pourrait-il recevoir des soins adéquats dans un hôpital français? Dès notre arrivée aux urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou, cette inquiétude s'est envolée. L'infirmière à l'accueil a évalué la situation dans un anglais parfait. Et, chose incroyable, un membre du personnel parlant anglais a été immédiatement affecté pour nous assister et traduire si besoin. Dans les hôpitaux de Dallas, obtenir un service d'interprétariat demande au moins une journée de préavis, mais ici, tout a été réglé sur le champ. Le système pour les patients internationaux était parfaitement en place. Le processus d'admission fut également surprenant. La saisie des informations du patient, la vérification de son assurance et l'attribution d'un médecin ont été effectuées en à peine 10 minutes. À Dallas, la simple vérification des documents d'assurance peut prendre 1 heure. En attendant dans la salle d'attente, j'ai regardé autour de moi. Bien que ce soit les urgences, l'endroit était aussi confortable que le hall d'un hôtel. Des sièges propres, un éclairage vif et une atmosphère calme apaisaient l'anxiété des patients. C'était un contraste total avec l'ambiance bondée et bruyante des urgences de Dallas. Un système de purification de l'air et une température bien réglée assuraient le confort des patients. Moins de 30 minutes plus tard, ce fut notre tour. Grâce à un système de triage efficace qui donnait la priorité aux cas urgents. À Dallas, attendre des heures est la norme, mais la France était vraiment différente. En entrant dans le cabinet de consultation, le médecin nous a accueillis chaleureusement. Chose étonnante, il avait fait une partie de sa formation aux États-Unis et pouvait tenir une conversation simple en anglais sur des sujets médicaux. L'attention du patient s'est immédiatement relâchée. Le médecin a examiné attentivement les antécédents médicaux du patient, vérifiant même les interactions possibles avec les médicaments qu'il prenait au Texas. Il possédait une connaissance et une expérience médicale de niveau international. Les examens ont commencé. Électrocardiogramme, radiographie du thorax. Tout a été fait en moins d'1 heure. À Dallas, une simple radio peut prendre plusieurs jours. Chaque salle d'examen était équipée d'appareils de dernière génération. Les techniciens étaient également très professionnels et gentils. Tenant compte de l'âge du patient, ils lui ont expliqué en détail le déroulement des examens. Les résultats étaient saisis en temps réel dans le système. Le médecin les a consultés instantanément sur sa tablette. Le diagnostic a été posé rapidement. L'efficacité du système de santé numérique était stupéfiante. Heureusement, il n'y avait rien de grave. C'était un symptôme temporaire dû à la fatigue du voyage et au décalage horaire. En rédigeant l'ordonnance, le médecin a expliqué qu'il avait choisi des médicaments compatibles avec ceux qu'il pourrait continuer à prendre à son retour au Texas. Une telle attention aux détails est rare, même dans les hôpitaux privés de Dallas. C'était une approche qui tenait compte de la situation globale du patient. À la pharmacie, en récupérant les médicaments, le pharmacien a expliqué en détail la posologie en anglais.
Au moment de payer, nous avons eu notre dernière surprise. Consultation d'urgence, divers examens et médicaments inclus. La facture totale s'élevait à environ 350 €. Compte tenu du fait qu'il s'agissait de soins non couverts par la Sécurité sociale française, le prix était extrêmement raisonnable. Ce fut le moment où nous avons réalisé que l'accès aux soins en France était bien supérieur à celui du Texas. En sortant de l'hôpital, les autres aînés qui nous accompagnaient ont dit « De l'admission à la sortie, cela a pris 2 heures au total. Une rapidité inimaginable à Dallas. » Ils ont ajouté qu'ils étaient encore plus impressionnés par le professionnalisme et la gentillesse du personnel médical. Le patient lui-même n'arrêtait pas de remercier. Il a dit qu'il était reconnaissant envers le personnel médical français qui avait pris soin de lui, un étranger, avec tant d'attention. Je me souviens encore de ses yeux rougis par l'émotion. Quelques jours plus tard, nous nous sommes rendus à Montmartre. Les aînés voulaient faire du shopping et je voulais leur montrer la culture commerçante française. En sortant du métro Anvers et en montant vers la butte, une atmosphère animée nous a accueillis. C'était le week-end, donc il y avait encore plus de monde. Des boutiques de souvenirs, de vêtements et d'artisanat bordaient les rues. Les yeux des aînés brillaient. Les dames du groupe se sont d'abord dirigées vers une parfumerie. Elles connaissaient bien la réputation des parfums français. En entrant dans la boutique, le vendeur nous a accueillis en anglais. Il y avait de nombreux testeurs. Les dames essayaient les produits avec curiosité. Le vendeur leur a expliqué gentiment, leur recommandant des produits adaptés à leur type de peau et leur montrant comment les appliquer. Il a même pris soin de chercher des produits spécifiques pour les peaux matures. Une des dames a acheté de nombreux produits, non seulement pour elle, mais aussi en cadeau pour sa fille et ses amis. Elle était ravie de la qualité et du prix. Elle a dit qu'au Texas, des produits similaires coûteraient le double. Sur la place du Tertre, nous avons acheté des crêpes. Les aînés qui en goûtaient pour la première fois étaient enchantés. La crêpe, chaude et sucrée, leur a beaucoup plu. Ils ont également été intrigués par les macarons. Ils ont apprécié la culture unique de la gastronomie de rue française. En nous promenant, nous sommes entrés dans une boutique de souvenirs. Les produits traditionnels français étaient revisités de manière moderne. Des poupées alsaciennes, des foulards aux motifs traditionnels, des t-shirts avec des inscriptions en français. Les aînés ont choisi des cadeaux à ramener chez eux. Le commerçant a offert une réduction spéciale aux clients étrangers. « Merci de visiter la France », a-t-il dit. Cette gentillesse a touché les aînés. Pour le déjeuner, nous sommes entrés dans un bistrot. Les aînés voulaient goûter un bœuf bourguignon. En entrant, le restaurant était bondé de clients étrangers. Le menu avait des photos et des descriptions en anglais, ce qui facilitait la commande. Quand le bœuf bourguignon est arrivé, les aînés se sont exclamés. La présentation était magnifique. Le serveur leur a montré comment le déguster. Les aînés ont imité ces gestes en s'amusant. Le goût était également exceptionnel. Après le repas, nous avons visité la basilique du Sacré-Cœur. En voyant ce bâtiment historique, ils ont pu ressentir l'histoire de la France. Les aînés ont contemplé l'édifice en silence. Ils ont apprécié l'atmosphère paisible. Nous nous sommes assis sur les marches de la basilique pour nous reposer un peu. Nous avons parlé de nos expériences des derniers jours. Tout le monde a dit que leur temps en France était vraiment précieux. C'était une expérience bien meilleure que ce à quoi ils s'attendaient. Un des messieurs a dit « Je ne connaissais rien de la France, mais maintenant, c'est un pays que j'adore. » Les autres ont acquiescé. « Nous voulons absolument revenir et rester plus longtemps, » ont-ils dit. Le dernier matin est arrivé. Les aînés se sont levés tôt pour faire leurs valises. Nous devions partir pour l'aéroport dans l'après-midi. Pendant le petit déjeuner, tout le monde était silencieux. La tristesse de partir était palpable. Avant de quitter l'hôtel, nous avons pris une photo souvenir dans le hall. Le personnel de l'hôtel s'est joint à nous. Après une semaine de séjour, nous avons échangé des adieux chaleureux avec le personnel, avec qui nous avions sympathisé. L'ambiance dans le bus pour l'aéroport était complètement différente de celle de l'arrivée. L'excitation avait laissé place à la nostalgie. Les aînés essayaient de graver dans leur mémoire les images de Paris qui défilaient par la fenêtre. Une des dames a dit doucement « Je reviendrai absolument d'ici 1 an ». Les autres étaient d'accord. Ils ont dit qu'ils voulaient rester plus longtemps la prochaine fois. Nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle, le même endroit où nous avions posé le pied une semaine plus tôt. Mais l'état d'esprit des aînés avait complètement changé.
La curiosité et l'attente avaient été remplacées par la nostalgie et l'affection. Au duty-free, ils ont fait leurs derniers achats. Ils ont acheté des cadeaux pour leurs amis et leur famille restait au Texas. Des vins français, des cosmétiques, du chocolat. Ils ont acheté une grande variété de produits. Pendant 2 heures, ils ont arpenté les boutiques. Un des messieurs a acheté une caisse de vin de Bordeaux. « Je veux profiter du goût de la France même au Texas », a-t-il dit. Les autres ont fait de même, achetant chacun leur produit français préféré. À l'approche de l'heure d'embarquement, les pas des aînés se sont fait plus lourds. Sur le chemin de la porte d'embarquement, une des dames a essuyé une larme. « J'aime tellement la France que je ne veux pas partir », a-t-elle dit. Devant la porte d'embarquement, nous avons pris une dernière photo. Les 18 membres du groupe ont crié en français « Merci beaucoup ». C'était la seule phrase qu'ils avaient apprise en une semaine. Le personnel de l'aéroport leur a fait signe de la main en souriant. En montant dans l'avion, les aînés n'arrêtaient pas de se retourner. La séparation avec la France leur était vraiment pénible. Même assis à leur place, ils regardaient par le hublot, silencieux. Lorsque l'avion a décollé, un des messieurs a dit « Cette semaine en France a été le moment le plus précieux de ma vie. En 75 ans, je n'ai jamais ressenti une telle émotion. » Les autres ont acquiescé. Ils ont dit qu'ils avaient vu et ressenti par eux-mêmes à quel point la France était un pays formidable. L'efficacité des systèmes, le civisme des citoyens et la gentillesse des gens étaient parfaits, ont-ils dit. Pendant le long vol de retour vers Dallas, les aînés ont partagé leurs souvenirs de France. Chacun a raconté le moment qui l'avait le plus marqué. Certains ont parlé des commerces ouverts tard, d'autres de l'expérience dans le métro. Le monsieur qui avait été soigné à l'hôpital n'arrêtait pas de faire l'éloge du système de santé français. Les dames qui avaient fait du shopping à Montmartre disaient vouloir y retourner. D'autres disaient ne pas pouvoir oublier la beauté des parcs et des quais. Pour moi aussi, ce voyage a été spécial. En 20 ans comme guide, j'ai visité de nombreux pays, mais c'est la première fois que mes clients étaient aussi satisfaits. J'ai de nouveau réalisé à quel point la France est un pays merveilleux. Nous sommes arrivés à Dallas le lendemain matin. Leur famille les attendait. Les aînés ont commencé à raconter leur voyage en France avec des voix excitées. L'expression de surprise sur le visage de leurs familles était visible. Quelques jours plus tard, un événement majeur s'est produit. L'un des membres du groupe a commencé à publier des photos et des vidéos de son voyage en France sur les réseaux sociaux. La propreté de l'aéroport Charles de Gaulle, l'ordre dans le métro, le paysage des quais de Seine. Le contenu était varié. La réaction a été explosive. Leurs amis texans étaient stupéfaits. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas que la France était un pays aussi développé et agréable. Les commentaires se comptaient par centaines. La plupart disaient vouloir y aller aussi. La vidéo d'une brasserie animée à 2 heures du matin a particulièrement attiré l'attention. Le fait que des femmes puissent dîner seules en toute tranquillité a fait le buzz. C'était impensable au Texas. C'était la preuve d'une société française sûre. Par la suite, mon agence de voyage a commencé à recevoir une avalanche de demandes, des gens qui voulaient aller en France. La plupart étaient des connaissances ou des membres de la famille des aînés. Ils étaient intrigués par les récits qu'ils avaient entendus. Les réservations ont plus que triplé. Les circuits en France ont été rapidement complets. Non seulement notre agence, mais aussi d'autres agences de voyage de Dallas ont connu une situation similaire. L'intérêt pour la France a explosé. Les aînés qui étaient allés en France racontaient leur voyage à chaque réunion. Chaque fois qu'ils rencontraient des connaissances, ils leur expliquaient les merveilles de la France. Le système aéroportuaire, le système de transport, les services de santé, le civisme. Ils disaient qu'il y avait beaucoup à apprendre sur tous les plans. Plusieurs mois ont passé, et l'intérêt pour la France ne faiblit pas. Certains membres du groupe sont effectivement retournés en France. Cette fois, avec leur famille, ils voulaient montrer la France à leurs petits-enfants. Le monsieur qui avait été soigné à l'hôpital a dit qu'il se rendrait régulièrement en France pour ses bilans de santé à l'hôpital français. Il a dit qu'il avait confiance dans le personnel médical français. Les dames qui avaient fait du shopping à Montmartre commandent désormais des produits français en ligne. Elles continuent d'acheter des cosmétiques et des produits alimentaires français et les recommandent à leurs amis. Suite à cette expérience, j'ai développé un produit de voyage spécialisé sur la France. Un programme qui ne se contente pas de faire du tourisme, mais qui permet de vivre le quotidien des locaux. Beaucoup de gens sont intéressés.
La France n'est plus un pays inconnu et hostile pour les Texans. C'est devenu un pays à admirer, un pays où l'on veut aller. Surtout pour la génération des aînés, la France est devenue un lieu spécial qui procure émerveillement et émotion. Ce voyage a également eu un impact majeur sur ma vie. J'ai pu découvrir la vraie France et présenter sa véritable facette à de nombreuses personnes. C'était l'expérience la plus significative de mes 20 ans de carrière dans le tourisme. Je suis toujours en contact avec les aînés qui m'accompagnaient. Ils me disent tous que leur amour pour la France est intact. Ils espèrent y retourner un jour pour découvrir encore plus de choses. J'ai appris qu'un petit voyage pouvait engendrer un si grand changement. Le pouvoir de la France ne réside pas seulement dans son développement économique. C'était l'efficacité de ses systèmes, le civisme de ses citoyens et surtout le cœur chaleureux de ses habitants. Je souhaite continuer à faire découvrir la France à encore plus d'Américains. Je veux leur transmettre la beauté de la France, telle qu'on la voit et la ressent directement. Je veux être un petit pont entre la France et les États-Unis.